Alors elles sont beaucoup plus nombreuses, hein, puisque vous avez la MUF, l'Association médicale des urgences de France, vous avez le collectif interhôpitaux, vous avez l'interurgence, le printemps de la psychiatrie, et je vous parle au nom de la coordination nationale, en étant le responsable de du comité de défense et de promotion du centre hospitalier Lannion-Trestel et de l'accès aux soins sur le Trégor. Donc, merci d'être venu malgré le temps. On va essayer de faire en sorte de retenir la pluie quelques instants pour que vous puissiez vous satisfaire de ce que nous allons vous dire. Depuis 6 ans, c'est-à-dire en 2016, notre comité a été créé. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Parce que l'avenir de Trestel semblait en jeu et que des emprunts toxiques plombaient les finances de l'hôpital, nous avons créé ce comité. À cette époque, plus de 800 personnes manifestaient leur soutien à l'hôpital devant l'ancien tribunal. Puis, le Copermo exigeait, alors le Copermo c'est un organisme d'État, exigeait de l'hôpital des économies. La sanction tombe. 40 lits, 60 postes sont supprimés, doivent disparaître sur l'hôpital. Puis après, le GHT est mis en place. Le GHT, Groupement Hospitalier de Territoire, qui regroupe tous les hôpitaux du secteur, Lannion, Paimpol, Guingamp, Lamballe, Saint-Brieuc, Tréguier. Ce GHT accélère le processus. Les directeurs se succèdent et chacun apporte sa pierre à l'entreprise de démolition. Très rares sont les élus qui nous soutiennent. Et nous sommes le caillou dans la chaussure de beaucoup d'élus. C'est à cette époque que le décret qui définit l'hôpital de proximité paraît. Je vous rappelle vite fait qu'un hôpital de proximité, c'est un grand service de soins de suite et réadaptation, c'est-à-dire sans maternité ni chirurgie. Quant aux urgences, ma foi, elles peuvent être aléatoires, ça dépend des établissements. En 2007, Paimpol et Tréguier sont déjà dans la liste officielle des hôpitaux dits de proximité. En 2017, la directrice qui a tout mis en place quitte Lannion. Le travail a été fait pour elle. Elle se retrouve directeur adjoint à Georges Pompidou à Paris. Donc de Lannion à Paris, c'est quand même de la belle promotion. Elle a fait son travail. Elle part après une campagne de communication dithyrambique sur son passage ici. Nous lui devons les regroupements de services qui n'ont rien à voir entre eux, des consultations qui ont migré vers Saint-Brieuc, et le fait que depuis, il n'y a plus de directeur titulaire sur Lannion, que des délégués, voire des intérimaires, puisqu'ils passent rapidement. Est-ce que ça nous inquiète? Certainement. Pendant que les professionnels triment pour continuer de soigner en gérant la pénurie de tout, les décideurs continuent leur travail de sape. Dinan, Saint-Malo, Cancale sont les premiers touchés par l'action du regroupement. Et tout de suite après, en juin 2021, en pleine pandémie, rappelons-le, la lettre de M. Rossiti tombe par hasard entre nos mains. L'objectif, réorganiser l'offre de soins sur le territoire entre Guingamp et Lannion, Paimpol et Saint-Brieuc également. Les services doivent fusionner. Il y a trop de plateaux techniques sur le territoire. Il est clair, des blocs opératoires, une maternité doivent disparaître. Guingamp, déjà attaqué les années précédentes pour sa maternité, se voit de nouveau attaqué pour d'autres créneaux. On leur propose la construction d'un nouvel hôpital. Mais dans quelles conditions et pourquoi? À Lannion, tout le monde fait le gros dos.
Aucun message de soutien pour l'hôpital de Lannion, ni pour l'hôpital public en général de la part de nos élus. Pourtant, la finalité est claire. Diminuer drastiquement le nombre de lits et de postes, tout recentré sur l'hôpital pivot Saint-Brieuc. Ce qui signifie envoyer sur les routes des véhicules supplémentaires, des patients, en voiture ou en ambulance. Pourtant, aujourd'hui, Saint-Brieuc n'arrive pas à gérer les urgences envoyées par Paimpol, qui est son hôpital direct. Toutes les urgences traumato sont transférées en direction de Guingamp. Et ce week-end, il y a eu 2 expériences, la semaine dernière, il y a eu 2 expériences avec des jeunes accidents de moto et accidents du travail, où ils n'ont pas pu être traités sur Saint-Brieuc alors qu'ils auraient dû l'être. Ils n'ont pas pu être transférés sur Rennes ou sur Brest. Ils ont été transférés à Guingamp, qui a fait le travail, les chirurgiens ayant fait le travail. Donc, ce qui prouve bien que la chirurgie à Guingamp est indispensable. Ça signifie également, tout ça, d'augmenter le temps de prise en charge des patients, diminuer l'accès aux soins de premier recours par la baisse d'installation de nouveaux médecins, faire perdre son attractivité sur le bassin d'emploi, car il est bien connu qu'un hôpital est un aimant tant pour les médecins et pour les entreprises, et souvent un des premiers employeurs du bassin. Quand nous alertions sur les risques de l'hôpital de proximité, nous étions traités de complotistes. C'est pas nouveau. Et pourtant, nous avions raison. Ça suffit pas, mais nous avions raison. Les hôpitaux de Paimpol et Tréguier se sont vus attribuer cette année le label Hôpital de proximité. Hôpital de proximité, le label. Une vaste entreprise d'enfumage, destinée à dissimuler les fermetures de services partout en France. Il faut quand même être particulièrement manipulateur pour présenter ce label comme répondant aux besoins de la population. Les résultats et préconisations de la vaste étude de M. Rossetti doivent tomber début juillet, en plein été. Rappelons-nous que M. Rossetti est vice-président du Comité national de l'investissement en santé, qui remplace le Copermo, ancien cadre d'Eiffage et également ancien directeur des travaux de l'hôpital de Lille. En plus d'associer les dotations de Lannion à celles de Guingamp, nous apprenons que les travaux de réparation de la balnéothérapie et de l'hôpital de jour vont être intégrés dans celle-ci, alors que ces travaux étaient budgétés de façon indépendante depuis 10 ans. Des décisions qui obéissent à des injonctions datant de 10 ans et qui ne pourront être appliquées que dans les mêmes délais. Si on reconstruit un hôpital, quel qu'il soit, ça mettra plus de 10 ans. Ça mettra les 10 ans qu'il faut. Alors que les dernières préoccupations du GIEC appellent à diminuer drastiquement les gaz à effet de serre, liés au transport entre autres, est-il cohérent et raisonnable de suivre des raisonnements d'un autre siècle et d'investir dans des infrastructures immobilières qui augmenteront les déplacements des patients. Est-ce logique d'utiliser un hélicoptère pour emmener un patient à Saint-Brieuc et le faire revenir 2 jours après en ambulance dans l'hôpital de départ? Nous rappellerons ici les mots d'un ancien directeur. Malheureusement, ces mots sont toujours d'actualité. L'utilité de l'hôpital ne se limite pas au traitement et à la prise en charge des malades et des personnes âgées dépendantes, sa raison d'être. Il est aussi un pilier de l'équilibre économique et social de toute une région qui, s'agissant du Trégor, regroupe 100 000 habitants. Il appartient aux élus et représentants des professions médicales présents dans les conseils de surveillance des hôpitaux, nos élus, dits périphériques, ces hôpitaux, de veiller à ce que les économies d'échelle
engendrées par la suppression des lits et de capacité de ces établissements ne se traduisent par une baisse de la qualité des soins, de la rapidité de la prise en charge des populations desservies. Si nous ne défendons pas avec intelligence et discernement, l'hôpital public ne nous survivra pas. Or, la pandémie est passée par là, et elle a pu aider à prouver qu'une autre gestion était possible. Et une gestion vite, rapide, avec des décisions qui permettent aux patients d'être pris en charge correctement. Alors, avec la coordination nationale, nous demandons la refonte complète du système de santé, notamment des ARS, la suppression de la T2A, de l'ONDAM et des dépassements d'honoraires, la disparition réelle du numerus clausus par un renforcement des moyens des universités pour répondre à l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, ce qui n'est pas le cas actuellement, et tout le monde le sait, mais on ne le dit pas, ou on prétend que c'est en cours. Une vraie démocratie sanitaire avec une participation réelle des citoyens usagers. La refonte des études pour les soignants, avec plus de stages, plus d'aide financière, plus de formation continue, voire des contrats de formation tout au long de la vie professionnelle. La refonte complète de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, âgées ou avec un handicap lourd, et la suppression pure et simple du privé à but lucratif dans ce secteur. Enfin, ce que nous souhaitons, c'est la multiplication des centres de santé avec des médecins salariés, pas des maisons de santé. Jusqu'à maintenant, il a été prouvé que les centres de santé sont plus viables que les maisons de santé. Nous profitons de cette journée pour rendre un petit hommage, un hommage à un homme que peu d'entre vous connaissent. Il s'agit de Paul Cesbron. Paul Cesbron était gynécologue, chef de service de la maternité de l'hôpital de Creil. Il était aussi membre de la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité. Il a combattu pour empêcher la fusion de la maternité de Creil, ayant une population défavorisée et un nombre de naissances important, au profit de celle de Senlis, quartier bourgeois par excellence et nettement déficitaire. L'action en justice qu'il avait engagée avec les élus lui a donné raison, puisque le rapprochement vient d'être jugé illégal. Il a été de tous les engagements pour la défense du service public de santé, en particulier sur les questions de naissance, du respect des corps des femmes, des maternités et de la nécessaire reconnaissance du métier de sage-femme. Il est décédé en novembre dernier à l'âge de 80 ans, sans voir l'aboutissement de son engagement. Mais il nous laisse un message, il nous laisse la preuve, s'il en est, que l'action paye toujours, un jour ou l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, à cette même heure, ici, à Guingamp, à Paimpol, les citoyens usagers et les professionnels de santé du territoire veulent rappeler aux futurs députés leurs exigences sur le maintien d'un service public de santé pour tous et partout. Et nous vous disons à très bientôt, parce que malheureusement nous serons amenés à nous revoir. Heureusement, parce que c'est un plaisir de vous rencontrer, mais malheureusement parce qu'il faudra se battre, parce que la mission Rossetti, c'est pour dans un mois. Donc restez attentifs. Je vous remercie. Et je voudrais rappeler juste un petit mot. Un député, ce n'est pas seulement un élu censé représenter une circonscription. Il a avant tout pour fonction de produire, amender, voter des lois. Partant du constat que les réformes successives ont eu l'effet de véritables saignées sur le corps médical et paramédical, nous attendons que nos futurs députés qu'ils proposent ou soutiennent les lois capables, au contraire, de redonner vie à un hôpital public malmené depuis des décennies. Sur ce dernier point, je vous renvoie, pour ceux qui sont adhérents,
Et les autres, vous pourrez peut-être le voir au niveau de la presse. Ce soir, nous allons vous adresser les réponses aux questions que nous avons posées aux futurs députés, enfin, à l'ensemble des candidats, pardon, futurs députés, des questions beaucoup plus vastes que la petite question qui est publiée par le Trégor, puisque nous avons, nous, une dizaine de questions et des questions en profondeur. Ce n'est pas seulement comment il faut faire pour avoir plus de patients, plus de soignants, pardon, mais comment gérer véritablement la santé dans notre région et en France. Donc par mail, à ce soir pour les adhérents. Donc je laisse la parole à Pascal pour la CGT, qui est le syndicat qui a répondu à l'appel avec la coordination nationale pour cette journée. Bonjour à tous. Il y a 2 ans, à quelques jours près, usagers et agents de l'établissement étaient déjà rassemblés ici pour réclamer, après les applaudissements, de véritables moyens pour permettre à l'hôpital public d'assurer pleinement ses missions de service public et la fin des politiques d'austérité. La crise sanitaire liée au Covid avait démontré que les questions de santé, d'amélioration des conditions de travail et de salaire, de la prise en charge de la population devaient être des enjeux prioritaires pour notre société. Qu'en est-il aujourd'hui? Force est de constater que les choses se sont peu améliorées et se dégradent sur certains plans. Suite aux mobilisations initiées en juin 2020 par la CGT, le gouvernement avait ouvert les négociations du Ségur de la santé. Pour avoir refusé sa signature à des accords au rabais, contrairement à d'autres organisations syndicales, CFDT, FO, UNSA, la CGT a été exclue du suivi de ces accords. Les personnels des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux qui se sont investis pendant 2 années de crise sanitaire sont aujourd'hui épuisés et désabusés. Les tensions persistent, voire s'aggravent en termes de conditions de travail, d'effectifs, de recrutement, de salaire, de délai et de capacité d'accueil pour les usagers. Nous ne voulons pas être des producteurs de soins, mais prendre soin dans des conditions respectueuses de tous. Nombreux sont les établissements contraints de fermer des lits faute de personnel. La fermeture des services d'urgence met en danger la population. Les difficultés de recrutement de personnel sont pour la CGT en lien direct avec les conditions de travail et les niveaux de salaire, bien inférieurs à ceux pratiqués dans nombre de pays européens. Du fait de l'inflation, certains de nos collègues de catégorie C, notamment, vont se retrouver limités à percevoir le SMIC pendant une dizaine d'années. D'autres, concernés par les reclassements issus du Ségur, y ont gagné quelques euros mensuels, contrairement aux centaines d'euros annoncés par le gouvernement. Dans le cadre du dégel du point d'indice, la CGT revendique une augmentation de 10%. On ne peut s'empêcher de voir un lien entre épuisement du personnel et augmentation de l'absentéisme ces derniers mois. Pour notre établissement, il est en augmentation de 50% et représente 150 agents absents quotidiennement au lieu de 100 précédemment. Dans ce contexte, les revendications des professionnels restent légitimes et la détermination de la CGT à les défendre reste intacte. Ensemble, nous devons construire un rapport de force obligeant le gouvernement à ne plus éteindre les feux par des mesures insuffisantes. Unis et solidaires, nous pouvons gagner les moyens et financements nécessaires à l'exercice de nos métiers et missions dans des conditions respectueuses de celles et ceux que nous accueillons quotidiennement. Pour la CGT, le temps n'est plus aux tables rondes et concertations, mais à la prise de décisions urgentes pour sauver notre système de soins. Merci de votre attention. Donc on vous remercie de votre présence. On sait que on va être entendu un petit peu plus. Vous avez l'occasion de pouvoir discuter entre vous. Pour des raisons très évidentes, nous ne donnons pas la parole aux partis politiques, etc. Vous voyez entre vous. Nous voulions marquer le coup, marquer que
nos élections, les élections qui arrivent sont primordiales pour nous, pour la santé, pour l'ensemble de la société. Donc vous avez quelques boissons. Donc vous avez ici quelques boissons sous l'autre pour pouvoir repartir chez vous un petit peu plus en forme, pour vous assécher et puis pour discuter, parce que je sais qu'il y a des représentants divers, peut-être de futurs élus, donc vous pouvez discuter avec eux. Et nous vous demandons simplement maintenant, si c'est possible, de vous regrouper à la demande des journalistes devant les banderoles que nous avons positionnées à l'entrée de l'hôpital pour une photo globale de l'ensemble de la manifestation. Je vous remercie. N'oubliez pas les adhésions, parce que c'est ça qui fait que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir imposer nos idées, pour pouvoir poser nos revendications et pouvoir en discuter, puisque c'est ça qui compte pour les élus pour le moment. Merci.